Attention, dans cet épisode, nous allons aborder des sujets sensibles qui pourraient heurter la sensibilité de certains auditeurs. D'épais flocons blancs tombent au ralenti dans la nuit noire. Quand Walter sort de chez lui, la tête basse, son blouson se confond avec l'obscurité. Malgré l'absence de vent, un froid glacial se fait sentir et le vieux bonnet rouge qu'il garde depuis 20 ans ne sera pas de trop. Pour ne pas réveiller sa femme et ses filles endormies à l'étage, il ferme très doucement la porte avant de s'engager sur le trottoir. À part les lampadaires qui veillent sur les rues du quartier résidentiel où se situe sa maison, il n'y a pas un chat, pas un bruit. Il faut dire que l'horaire, bientôt 23 heures, et les moins 10 degrés qu'affiche le thermomètre, ne constitue pas vraiment l'atmosphère idéale pour se balader dans les rues de Boston. Mais c'est comme ça. Même après les 30 années de carrière qui font de lui l'un des journalistes les plus chevronnés de la ville, Walter Robinson, que tout le monde surnomme Robbie, ne parvient jamais à trouver le sommeil la veille des publications. Alors c'est le même rituel à chaque fois. Qu'il pleuve ou qu'il vente, il quitte son domicile et déambule dans sa ville natale. Ses doutes le traversent. Il les laisse faire et s'autorise même à les verbaliser à haute voix, se lançant parfois dans de véritables conversations avec lui-même. Petit à petit, à force de les extérioriser, ses doutes s'estompent et Robbie peut rentrer se coucher. Pourtant, ce soir du 5 janvier 2002, le rédacteur en chef adjoint du Boston Globe a le pressentiment que sa marche rituelle ne suffira pas. Dans quelques heures, son journal, l'un des plus respectés du Massachusetts, publiera l'enquête qu'il supervise depuis près d'1 an. Il n'y aura plus de retour en arrière possible. Non pas que Robbie doute de l'absolue nécessité de cette publication, seulement il connaît trop bien son métier pour savoir quelles en seront les conséquences. Pour un temps au moins, il faudra qu'à Boston les choses empirent avant qu'elles puissent s'améliorer. Là où l'aboutissement de ce travail de longue haleine devrait le remplir de joie, Walter n'éprouve donc aujourd'hui que dégoût, honte et colère en face desquelles sa fierté du travail accompli ne fait pas le poids. Comment pourrait-il en être autrement ? Son équipe et lui ont découvert que depuis des décennies, des centaines d'abus sexuels avaient été commis sur des enfants par des prêtres du diocèse de Boston. Et que leur hiérarchie avait tout fait pour les soustraire à la justice. L'étendue du scandale, le nombre de victimes et les stratégies pour couvrir les coupables sont si invraisemblables qu'aucun des journalistes n'y a d'abord cru. Qui voudrait croire qu'un prêtre use de son aura pour agresser des enfants et qu'un cardinal cherche activement à dissimuler de tels crimes ? Quand Walter s'extrait de ses pensées, il réalise qu'il se trouve devant l'église de la Croix, à 2 pas de la rivière Charles. Les chants qui lui parviennent sont ceux de la veillée de prière que la paroisse organise chaque samedi. C'est beau. Robbie se surprend à penser que c'est beau. Résistant à l'envie de poursuivre son chemin, il entre. Cela fait des années qu'il n'avait pas mis les pieds dans une église. Debout, à l'écart, il observe les croyants, le prêtre, puis les servants d'autel, et désespère de répondre aux questions qui lui martèlent les tempes. Comment cette religion peut-elle être à la fois source d'une telle beauté et d'une telle monstruosité ? Et dans cette assemblée de brebis, comment savoir qui sont les loups ? Bonjour, je suis Andrea, bienvenue dans Les Fabuleux Destins. Cet épisode est le premier que nous consacrons à l'affaire Spotlight, un gigantesque scandale d'abus sexuels dans l'église catholique de Boston, révélé par des journalistes qui pensaient n'avoir affaire qu'à quelques cas isolés de prêtres pédophiles. Aujourd'hui, je vous parlerai des prémices de l'enquête, du premier prêtre accusé jusqu'à l'arrivée d'un rédacteur en chef opiniâtre à la tête du Boston Globe.
Quand ils ne scandent pas leur slogan, les manifestants chantent ou prient les yeux fermés et les paumes ouvertes vers le ciel pendant de longues minutes. Si au départ cela ne devait durer qu'un jour ou deux, une petite semaine tout au plus, cela fait maintenant 2 mois. Chaque matin, lorsque les membres du Boston Globe se présentent devant leurs locaux, ils sont accueillis par plusieurs dizaines d'hommes et de femmes en colère et leur nombre ne faiblit pas. À l'intérieur, la pression se fait sentir chaque jour un peu plus fort et le rédacteur en chef John Discroll ne cache plus son inquiétude. La situation est grave. Les manifestations quotidiennes devant le siège ternissent l'image du journal. Et celui-ci commence à perdre des abonnés. Dans une ville comme Boston, fortement impactée par l'immigration d'Irlandais catholiques pendant 2 siècles, l'Église possède une influence très importante, s'y attaquer à un prix. Et en ce jour de 1992, le Globe s'apprête à le payer. Cette année-là, Boston est le théâtre d'une tempête médiatique sans précédent. James Porter, un prêtre catholique de 55 ans, est accusé d'avoir sexuellement agressé plus d'une centaine d'enfants dans le diocèse de Fall River. À proprement parler, les faits ne se sont donc pas déroulés dans le diocèse de Boston, mais dans celui de Fall River. Mais comme ce dernier se trouve dans l'État du Massachusetts, le Globe couvre largement le sujet. Problème, la moitié de ses lecteurs sont catholiques, et l'affaire est plus complexe qu'il n'y paraît. Dans un premier temps, malgré le nombre considérable de témoignages accablants contre Porter, le délai de prescription rend certaines plaintes irrecevables et le prêtre réfutant toute accusation, l'affaire stagne. En l'absence de réelles preuves, c'est parole contre parole, et le Globe se voit accusé par une partie de la ville de chercher à nuire délibérément à l'Église, ses prêtres comme ses fidèles. À 62 ans, Discroll a vu d'autres tempêtes médiatiques, mais lui-même l'admet, rarement d'une telle envergure. Il était d'abord inenvisageable que son journal se laisse intimider. En tant que rédacteur en chef, et surtout en tant que journaliste toujours passionné, il n'y a pas le moindre doute. C'est sa responsabilité éditoriale d'informer les lecteurs, y compris, et peut-être même surtout, quand il s'agit d'informations aussi sensibles. Ses collaborateurs comme les propriétaires du journal sont unanimes. Pendant un temps. 2 mois après les premiers articles, on sent dans la salle de réunion que le vent commence malheureusement à tourner. Ces derniers jours, Discroll multiplie les rendez-vous avec les avocats du Globe et ses propriétaires. Il n'est désormais plus du tout question de responsabilité éditoriale. Il est question d'argent. Des lecteurs se désabonnent par dizaines et le journal ne peut absolument pas se permettre d'en perdre plus. Ce matin-là, au pied du mur, John Discroll doit prendre une décision. A-t-il vraiment le choix ? Enfermé dans son bureau, son téléphone vissé contre sa joue, l'homme a perdu son sourire légendaire. De temps à autre, il lance de tristes regards vers certains de ses collègues. C'est la première fois de sa vie qu'il se sent vieux. Il est 12h48. Cela fera bientôt 4 heures que Discroll est en ligne. En salle de rédaction, l'attente est de plus en plus tendue et la couverture de l'affaire Porter par le Boston Globe se termine en même temps que cet appel. La communauté catholique obtient ce qu'elle veut. Hasard ou conséquence, John Discroll prendra sa retraite moins d'1 an plus tard. Et l'on n'entendra plus parler de cette affaire. Jusqu'à ce que 9 ans plus tard, l'histoire se répète. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Cela vous permettra une écoute en avant-première et sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. On se retrouve tout de suite après. Autour des tables disposées en arc de cercle sous les néons blancs, ils sont une dizaine comme chaque lundi. Mais ce matin-là, les adjoints de la rédaction du Boston Globe sont étonnamment silencieux. Pas de blagues sur le week-end qui vient de passer, ni de discussion animée sur la dernière victoire des Red Sox, l'équipe locale de baseball. Aujourd'hui, le Globe accueille un nouveau rédacteur en chef et ce n'est pas tous les jours que l'on doit faire bonne impression devant son patron. Il entre.
Martin Baron, un homme de grande taille d'une 50aine d'années, salue d'un sourire poli ses nouveaux collègues et, passé de brèves présentations, entre directement dans le vif du sujet. Très professionnel, il écoute, prend note et repère l'angle mort des actualités. Une fois le tour de table terminé, Baron devrait en théorie clôturer la réunion et laisser chacun retourner à son travail. Mais il ne le fait pas. Le rédacteur en chef remonte les pages de son carnet, tout saute, et conscient que sa question en interpellera plus d'un, il choisit néanmoins de la poser. Où en est-on sur l'affaire Geoghegan ? Silence. Tout le monde sait bien sûr de quoi il parle, mais personne ne comprend pourquoi il en parle. L'affaire Geoghegan, c'est un prêtre du diocèse de Boston accusé d'attouchement sur des enfants dans 6 paroisses différentes. Les victimes sont représentées par Mitchell Garabedian, un avocat aussi réputé pour sa discrétion que pour sa redoutable ténacité. Et spécialisé dans les dossiers d'abus sexuels depuis des années. Coriace. Mais ce qui intrigue le plus Baron, c'est que Garabedian accuse publiquement l'éminent cardinal Lowe d'avoir étouffé l'affaire pendant 15 ans. Si cela est vrai, alors l'institution de l'Église elle-même se serait rendue coupable de couvrir des crimes de pédophilie. C'est inimaginable. Mais Mitchell Garabedian dit qu'il en a la preuve. Le problème, c'est qu'en attendant le procès de Geoghegan, qui doit avoir lieu dans 6 mois en janvier 2002, toutes les pièces relatives au procès, y compris les archives du diocèse, sont sous scellé. Dans ces conditions, il est tout simplement impossible de prouver que le cardinal Lowe a couvert le scandale et de publier quoi que ce soit de consistant. Personne au globe ne voit l'intérêt de colporter des informations basées sur de simples rumeurs. Et puis, 9 ans après l'affaire Porter, la rédaction se souvient que les habitants de Boston n'ont, pour beaucoup d'entre eux, pas vraiment l'envie de suivre ce genre d'histoire. Mais Martin Baron n'est précisément pas un habitant de Boston. Né dans l'État de Floride, à plus de 2000 km, c'est aussi là-bas qu'il a fait ses armes de journaliste. En Floride, l'influence de l'Église est bien moins importante et la machine judiciaire est par certains aspects plus transparente. Cette différence fondamentale entre les deux États, et donc entre Baron et ses nouveaux collaborateurs, va se montrer décisive. Le nouveau rédacteur en chef ose, et tant pis s'il bouscule l'ordre établi, fût-il religieux. Cela dit, il se doute bien qu'une investigation sur un sujet aussi périlleux ne peut être confiée à n'importe qui. Il lui faut une équipe précise, discrète et très organisée. À Boston, il n'existe qu'une seule équipe de ce calibre, Spotlight. Elle travaille pour le Globe et se compose de 3 journalistes expérimentés, dirigés par un certain Walter Robinson. Participant à la réunion en sa qualité de rédacteur adjoint, ce dernier scrute son nouveau patron et il n'est pas déçu par l'audace dont il fait preuve dès son premier jour, à moins que ce soit de l'inconscience. Le seul moyen de le savoir, c'est d'aller au bout de l'enquête. Et Walter a déjà deviné que c'est à son équipe qu'elle sera confiée. Tandis que tout le monde regagne son bureau, Baron retient son adjoint. « Walter, je peux vous parler un instant ?» Walter Robinson plante ses yeux dans ceux de son rédacteur en chef et lui dit « Appelez-moi Robbie. » Merci d'avoir écouté cet épisode des Fabuleux Destins, écrit par Clément Prévost, réalisé par Mathieu Roch. Dans le prochain épisode, je vous parlerai de l'équipe chargée par Martin Baron d'enquêter sur les pratiques du diocèse et de leur première découverte effroyable. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à ajouter des commentaires et des étoiles sur vos applis de podcast préférés.